Bien, merci pour cette salle comble, qui est un véritable honneur pour notre ami collègue Stéphane Moelle, qui vient de l'université de Rennes 2 en Bretagne, mais qui est originaire de Douarnenez, côte ouest. Stéphane Moelle est donc, comme vous le voyez, maître de conférence, habilité à diriger des recherches, et il dirige aussi le laboratoire du CRBC, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc Stéphane est tout à la fois spécialiste de littérature, de sociolinguistique, de didactique, donc un profil très divers et polyvalent, comme souvent dans la section dans laquelle nous évoluons et que nous partageons, la section CNU 73e section. Il va nous parler aujourd'hui de, alors il faut s'entraîner un petit peu, mais ça se prononce, le rôle des médias pour la revernacularisation. Revernacularisation, il va nous expliquer le concept, mais vous sentez bien qu'il s'agit de rendre étymologiquement la langue à son berceau, ce qui est le cas pour le breton, et bien entendu, vous ferez le rapprochement avec le corse. Et je crois que j'ai fait le tour et je vais te laisser la parole tout de suite en remerciant bien entendu les collègues et les étudiants qui nous ont rejoints pour cette conférence et remercier aussi les moniteurs du CCU qui ont remplacé au pied levé pour la régie Nicolas Frézy qui est souffrant. Voilà, Stéphane, tu as la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite on passera aux questions. J'excuse par avance les étudiants qui devront nous quitter à partir de 15 heures. Ne vous gênez pas, c'est prévu. Merci à tous. Merci Alain et merci à vous tous d'être aussi nombreux, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas en plein après-midi au sujet du breton à avoir autant de personnes. Peut-être que c'est un public captif, mais je préfère ne même pas le savoir. Donc merci à Alain Dimelio de m'avoir invité au CCU aussi. C'est toujours un plaisir pour moi de venir en Corse dès que j'ai l'occasion d'être invité, et en particulier hors saison. J'adore ce pays, j'aime bien y fureter, trouver de nouveaux endroits que je ne connais pas, écouter la langue, les langues qui s'y parlent, voir la montagne, voir la mer, voir les torrents et le patrimoine historique bâti, bien entendu. En plus, l'air de la Corse m'a été bénéfique parce que je suis arrivé samedi avec un énorme rhume que j'avais rapporté du continent, pas de Bretagne, mais de Béziers, où nous étions en réunion avec Eugène et Alain la semaine dernière. Et l'air pur d'ici m'a fait le plus grand bien, ce qui fait que j'ai retrouvé ma voix pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, d'où je vous parle? Regardez, je n'ai pas toujours eu les cheveux blancs. J'ai été journaliste pigiste pour les journaux radiodiffusés, donc en particulier pour RBO, l'équivalent de Frequenza Mora ici, et puis pour Antollagat, qui veut dire le coup d'œil, le clin d'œil, à Brest pendant une dizaine d'années, ce qui m'a permis de connaître les médias de l'intérieur. D'où je vous parle encore, j'ai été formé à la traduction pour la post-synchronisation labiale. Ça veut dire qu'on écrit sur cette bande de plastique que vous voyez là, où des signes hiéroglyphiques ont été inscrits, sur lesquels on doit voir les 3 consonnes labiales, MBP, les ouvertures de voyelles, les fermetures de voyelles, toutes sortes de choses, pour que la bande son ensuite soit parfaitement synchronisée aux bouches des acteurs qu'on voit sur le film. J'ai donc été traducteur, adaptateur pour doublage en breton, toutes sortes de choses, des dessins animés au début pour se faire la main, puis des séries, des films historiques, y compris ce que vous voyez tout en bas à droite qui s'appelle Pennou Sardine, les têtes de sardines, qui vient justement de ma ville de Douarnenez, un téléfilm sur les ouvrières, de Douarnenez qui ont été en grève au début du XXe siècle. D'où je vous parle encore, je fais quelques voix de doublage, mais vraiment occasionnellement. Par exemple pour Le Cheval d'Orgueil, qui a été traduit en breton et doublé en breton bigoudin. On avait même fait un stage de breton bigoudin. Vous savez qu'on a des dialectes comme vous à l'intérieur du Corse. Et Claude Chabrol, un petit peu avant sa mort, a décrété que le film, dans sa version bretonne, était désormais pour lui la version originale, tellement il avait été emballé par le travail. Et j'ai aussi été comédien. Alors vous voyez le personnage le plus en bas, là, avec des lunettes, c'est une sitcom complètement déjantée où je jouais mon propre rôle, mais en exagéré, puisque j'étais prof de fac et avec des étudiants encore plus déjantés. Le tout en breton. Je vous parle encore pour finir, évidemment, mon doctorat a porté sur l'historique des émissions radio-télé en breton à partir des années 60. Et du coup, on m'a donné à assurer des cours sur les médias
en licence 2 et en master 1 à l'université de Rennes 2 où j'exerce. Et occasionnellement, en ce moment, c'est le cas. Depuis à peu près le mois d'octobre-novembre, on m'a demandé d'assurer un cycle de formation pour les journalistes en langue bretonne de France Bleu Brésil qui peuvent avoir quelques problèmes de toutes sortes, de prosodie en particulier. Et il m'arrive aussi d'être conseiller linguistique pour des films. Un très joli long métrage qui s'appelle Suite armoricaine, qui a eu un prix au Festival de Locarno en Suisse, de Pascal Breton, à quelques longues scènes en breton. Et Pascal tenait à ce que les scènes soient jouées de manière authentique et puis agréable à l'oreille. Et donc j'ai été conseiller linguistique sur ce film. Je participe à plusieurs réseaux internationaux grâce au festival. J'ai la chance, dans la ville où j'habite, d'avoir un festival des minorités. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu la Corse parce qu'il faut remplir une semaine entière de cinématographie. Peut-être la Corse y est prête maintenant. Nous avons eu des films corses, mais pas la Corse en tant qu'invité principal. La Catalogne, l'Écosse, le Pays Basque, les aborigènes d'Australie, les Maoris, et quoi d'autre, hein. Vous voyez, on en était je crois qu'on en est maintenant à la 45e ou pas loin de la 45e édition. Et puis le Celtic Media Festival, qui existe aussi, lui, depuis une quarantaine d'années et qui réunit les pays celtiques et leur télévision et leur radio aussi, et maintenant d'ailleurs aussi leur site web pour un festival de plusieurs jours avec des prix à la clé. D'où je vous parle, alors accessoirement, mais avec un point d'interrogation, parce que pour moi, ce n'est pas du tout accessoire. Le breton est la langue exclusive de communication dont j'use avec mes enfants, et vice-versa. Chacune de mes connaissances parle en breton aussi, d'ailleurs. Et puis les collègues enseignants et les étudiants de breton de Rennes 2. Si je le dis, ce n'est pas anodin, parce que ce n'est pas le cas de toutes les universités de Bretagne, dans lesquelles on utilise systématiquement le breton entre collègues et entre étudiants et enseignants. Tous nos cours à Rennes 2, les cours du cursus, pas les cours pour les débutants bien entendu, sont donnés en langue bretonne, que ce soit la sociolinguistique, l'histoire des médias, la didactique et autres. Alors, mon domaine de recherche, les médias en langue minoritaire, sont un domaine qui a trouvé son autonomie à l'intérieur des media studies, des études de médias plus larges et plus générales, simplement depuis le tournant de notre siècle. Il y a eu des recherches initiales qui ont été fédérées par un réseau qui s'appelait Mercator Média. Il y a eu plusieurs réseaux Mercator Législation qui était en Catalogne, Mercator Éducation qui était toujours basé d'ailleurs en Frise, dans le nord des Pays-Bas. Dès que ce réseau a été mis en place, je me suis abonné au volume Mercator Media Forum, de 88 à 2000, et beaucoup d'articles de chercheurs ou de professionnels des médias, tour à tour, en langue minoritaire. Un premier symposium en 2003 à Aberystwyth, au Pays de Galles. Et puis un ouvrage fondateur quelques années après, donc en 2007, dirigé par Mike Cormack, qui est écossais, et Niamh Hourigan, qui elle est irlandaise, sur Minority Language Media, avec plusieurs études de cas à la fois conceptuelles et études de cas dans le même volume. Alors, quelques définitions utiles. Tout à l'heure, Alain vous disait que j'allais vous dire ce que je vous expliquais, vous expliciter ce que j'entendais par revernacularisation. Il vaut mieux le dire lentement parce qu'il est long ce mot. Donc une langue véhiculaire, c'est assez simple. Je suis allé voir dans le trésor de la langue française informatisée et on trouve une langue qui permet la communication entre des peuples ou ethnies de langues différentes. Si on transpose ça dans le monde social, entre guillemets, de notre breton du XXIe siècle, c'est une langue de communication choisie entre locuteurs au moins bilingues au sein d'un vaste réseau informel. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à la Catalogne ou contrairement au Québec, vous m'expliquerez peut-être vous-même ensuite ce qu'il en est de la Corse, mais en tout cas pour ce qui est de la Bretagne, on ne peut plus parler vraiment d'un bloc de locution du breton. C'est plutôt un espace géographique rempli de trous, un petit peu comme du gruyère, et non seulement géographiquement, mais aussi d'un point de vue générationnel. Donc, dans ce contexte-là, le breton
et quelquefois un breton assez standard, se retrouve langue véhiculaire à travers les aficionadis de la langue bretonne. Une langue vernaculaire, c'est un petit peu le contraire, c'est la langue communément parlée dans les limites d'une communauté, qui peut être une famille, un voisinage, un village, un canton, un pays. Qu'est-ce que serait une langue post-vernaculaire dans ce contexte? Ce serait une langue qui peut ne pas être utilisée pour communiquer dans la vie quotidienne, mais plutôt par pur intérêt patrimonial, culturel, de loisirs ou autre. L'exemple le plus typique, mais pour des raisons historiques, les raisons historiques que l'on connaît, c'est le yiddish. Le yiddish, en tout cas en Europe, est devenu typiquement ce genre de langue, même s'il reste une langue vernaculaire dans certains quartiers orthodoxes de New York. Et ailleurs aussi, hein, paraît-il. Je pense qu'à Tel Aviv, il doit y avoir aussi un quartier où on utilise le yiddish. Il est assez peu fréquent, en fin de compte, en Israël. La revernacularisation, dans ce contexte, pour finir, ce serait l'étape qui doit suivre la revitalisation. Quand une langue est arrivée tellement usée, presque à genoux, au point où il faut la revitaliser, on use de toutes les ficelles possibles, hein, bien entendu, culturelles, musicales, littéraires, médiatiques, sociales, évidemment. La revernacularisation, c'est l'étape suivante, c'est la reprise d'un usage normal, banal de la langue de manière vernaculaire, en couple, au foyer, avec les amis, au travail, dans le voisinage, la communauté locale, etc. Car souvent, nos langues sont devenues des langues pour lesquelles on se sert pour parler, je ne sais pas, de politique, ou pour parler de poésie, ou pour parler de sociolinguistique, ou je ne sais quoi encore, et pour lequel peut-être l'argot, la langue de l'alcôve, etc., est peut-être la plus difficile à reconstruire finalement, et pas si paradoxalement que cela. Alors, de mes lectures, Mike Cormack, mais aussi Tom Moring, qui est enseignant à l'université d'Helsinki et aussi à l'université des Samis. Les Samis, c'est ce qu'on appelait autrefois les Lapons, hein, dans le nord de la Scandinavie. Au travers de leur lecture, j'ai isolé, on pourrait en mettre 8, on pourrait en mettre 9, 10 ou 6, mais 7 impacts que peuvent avoir les médias d'une minorité sur sa langue et sur sa culture. D'abord, un rôle symbolique, puisque c'est un rôle qui indique que la langue et la communauté de locuteurs sont à même de prendre pleinement leur place dans le concert du monde contemporain. Je pense que tous ceux qui parlent une langue minorisée ont cette, alors peut-être pas angoisse chevillée au corps, mais en tout cas cette petite lumière quelque part qui, oui, on est une langue qui doit prendre part au concert des langues du monde. Hier, par hasard, en surfant sur Internet, je me suis rendu compte que l'église du Paternoster à Jérusalem, où je ne suis jamais allé par ailleurs, a le Notre Père en un nombre assez grand de langues, dont la langue corse d'ailleurs, et la langue bretonne. Je ne savais pas ça. Voilà un exemple de langue soi-disant minoritaire, minorisée, qui prend place dans le concert des langues du monde. Contemporain, très important. Un rôle économique, on n'y pense pas toujours, mais je vous montrerai tout de suite après un diagramme, parce que je sais bien, moi aussi j'enseigne à des jeunes à Rennes 2, je sais bien qu'ils ne veulent pas tous être enseignants, et que pourtant le marché, non seulement le marché du travail de la langue bretonne, mais peut-être aussi son intérêt pour la multiplication du nombre de locuteurs à l'avenir passe par l'enseignement. Mais je conçois tout à fait qu'on n'ait pas envie d'être enseignant. En tout cas, qu'on n'ait pas envie d'être enseignant à 20 ans, même si on peut ensuite avoir envie d'être enseignant à 25 ou peut-être à 30 ans. Donc un rôle économique parce que ça permet aux jeunes locuteurs désireux de travailler dans le cadre de leur langue et de leur culture d'avoir d'autres perspectives de carrière que simplement l'enseignement. Ensuite, un rôle de développement d'une sphère publique au sein de la communauté de locuteurs, qui se dote de son propre agenda culturel. C'est-à-dire qu'il y a une sphère médiatique qui se crée et qui fait qu'on peut parler, je ne sais pas, de la dernière émission qu'on a vue, des infos qu'on a entendues ce matin, du dernier film qui est sorti, etc., en langue minoritaire, de production de cette langue minoritaire.
je vous montre ce diagramme qui date un peu, hein, il date de 2013, avec... c'était l'estimation des débouchés sur le marché de l'emploi en langue bretonne. Et il avait été établi par l'OPAB. L'OPAB, c'est l'Office public, Office public à Brezonec, l'Office public de la langue bretonne. Et vous voyez à quel point l'estimation basse et l'estimation haute pour 2017 mettaient l'enseignement très très loin devant toutes les autres possibilités d'emploi en ce qui concerne la langue bretonne. Et on voit bien que les médias, vous voyez au milieu, sont un petit peu portion congrue, tout simplement parce que vous allez voir tout à l'heure dans ma deuxième partie que les médias en langue bretonne sont hélas encore pour l'instant sous-développés par rapport à, par exemple, aux minorités ibériques, et je pense même par rapport à la Corse, au moins avec Via Stella. Un quatrième rôle, c'est le rôle de représentation. Il permet à la communauté de locuteurs d'être représentée non seulement en interne, donc sous forme de miroir, mais aussi en externe. Et dans ce cas-là, on parle évidemment plutôt d'une fenêtre. Un rôle clé qui est évident, mais je le mets quand même, c'est la transmission de la culture et même le fait que ces médias soient pourvoyeurs de produits culturels. J'aime pas beaucoup le terme, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, mais de produits culturels nouveaux. 6. L'utilisation de la langue de manière routinière. Et là, on retourne sur ma notion tout à l'heure de revernacularisation. Faire que cette langue ne soit pas simplement un joyau qu'on sort de sa petite boîte en velours une fois de temps en temps, mais qu'elle serve à tout. Elle serve à écrire du polar, à lire sur la plage l'été, ou à faire des sitcoms un peu nuls qui seront jetables. Enfin, vous voyez, des choses comme ça existent dans toutes les langues. Hein. Donc, manière routinière, quotidienne, normale, en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur. Et là, du coup, on parle de normalisation linguistique. La normalisation, comme en parlent les Basques et les Catalans, c'est-à-dire rendre normale l'utilisation de la langue au quotidien. Les anglophones parlent alors de status planning. Et enfin, la reconstruction en permanence de la langue et de la culture aussi, mais surtout de la langue, le développement et la diffusion des innovations, en particulier lexicales, dans un monde en mouvement. Et là, on parle dans ce cas-là de normativisation, c'est-à-dire le travail sur la norme de la langue, ces nouvelles expressions, ces nouvelles manières d'utiliser d'anciennes expressions, etc. Les anglophones parlent alors de corpus planning. Juste une petite parenthèse, il est très difficile, concernant ce point numéro 7, d'évaluer exactement l'impact que peuvent avoir les médias sur le quotidien d'une langue minoritaire. Autant les langues majoritaires, on voit bien, il y a plein d'expressions qu'on a d'abord entendues à la télévision, et le matraquage est tellement fort dans la langue française ou anglaise ou espagnole ou autre, que ça finit par rentrer dans notre quotidien. Je ne vais pas le faire le tour des expressions de ce type, vous en connaissez tous. En breton, c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte qu'un terme utilisé par les médias soit remis en circulation à l'intérieur des cercles, disons, en particulier de locuteurs traditionnels dits natifs. On a quelques exemples, mais je pense qu'un travail de fond, moi quand j'ai fait ma thèse, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'impact profond, réel, lexical des médias vers les locuteurs traditionnels. À qui s'adressent les médias en langue minoritaire? Ça paraît être une question naïve. Certains sont faits pour la communauté des locuteurs, mais ils peuvent être faits par l'extérieur, par exemple par une grande chaîne de télévision nationale régionalisée comme France 3. Souvent les infos sont institutionnelles, ils sont en direction des minoritaires. L'avantage, c'est un partage de l'information entre tous et un souci d'éviter la ségrégation, puisque la langue minoritaire se trouve au sein d'une grande chaîne qui utilise aussi la langue majoritaire. L'inconvénient, c'est une intégration, presque une assimilation. Le journal en langue bretonne quotidien qui dure 4 minutes 30 est dans un tunnel d'infos en français tellement rapide et tellement long que, à la limite, si on s'absente pour aller aux toilettes ou pour aller répondre au facteur ou je ne sais quoi, on le rate parce qu'il est intégré dans un flot continu et il est tellement court lui-même.
Ensuite, il y a des médias faits par la communauté des locuteurs. Donc les minorités maîtrisent et produisent leurs propres médias dans ces cas-là. C'est l'exemple des radios libres. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Brezo Web, qui est aussi une web télévision bretonne, on va dire, née de l'intérieur, et non pas de l'extérieur de la Bretagne. L'avantage, c'est l'aspect participatif, l'aspect média de niche, qui peuvent renforcer la cohésion et l'adhésion du groupe. L'inconvénient, ça peut être évidemment la marginalisation, puisque personne d'autre n'est partie prenante de ces médias. On peut tout à fait passer à côté si on ne va pas les chercher. Alors que par contre, le breton sur France 3, il passe dans le flux et les personnes qui regardent France 3 à ce moment-là ne peuvent pas y échapper. Ensuite, il y a des médias qui se trouvent simplement s'exprimer au sujet de la communauté des locuteurs. C'est le cas des minorités vues dans des émissions ponctuelles des médias majoritaires. Ça vous arrive en langue corse, ça nous arrive en langue bretonne, en basque, en catalan, en créole, et j'en passe. L'avantage, c'est une plus grande visibilité du groupe dans la société en général. Il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, il y a presque une vingtaine d'années, le chanteur Dan Arbraz, par exemple, qui chantait en breton, avait été choisi pour représenter la France à l'Eurovision. Il n'avait pas gagné, ce qui n'est pas forcément une catastrophe, mais par contre, il avait eu de grosses critiques de la part du côté de l'Académie française pour que la France ne soit pas représentée par une langue qui ne soit pas le français. L'inconvénient, c'est le côté gadget, évidemment, d'une telle représentation. Enfin, il y a des médias de la communauté des locuteurs vers cette communauté de locuteurs. Par exemple, les médias diasporiques. Alors nous, en breton, on n'a pas vraiment le cas. Notre diaspora, elle allait surtout vers Paris, un petit peu vers la Normandie, vers Le Havre, de manière très marginale vers New York. Mais assez rapidement, au bout d'une génération, la langue s'est perdue dans ces communautés. Donc, on ne peut pas vraiment parler pour le breton de diaspora, en tout cas qui parle la langue. Évidemment que les Bretons sont dans le monde entier, ça, vous avez certainement entendu parler de ça. Il y en a aussi à Corté et en Corse, de toute façon. Dès qu'il y a une mer autour de quelque chose, que ce soit une île ou un continent, il y a des Bretons. Mais la langue n'a pas été forcément transmise. Par contre, ça peut arriver, peut-être pas pour le corse, mais pour le gaélique d'Écosse. Il y a des gens qui parlent encore gaélique d'Écosse à Terre-Neuve, après plus d'un siècle ou deux d'émigration. L'avantage, c'est des contenus plus riches, forcément, puisque dès qu'on a une diaspora, on a des gens qui parlent la langue et la vivent de manière très différente. Il y a à peu près 5000 personnes qui parlent gallois, la sœur celtique du breton, au pied des Andes, en Patagonie. Ils le parlent encore. Ils sont protestants, méthodistes, donc vous voyez un peu, bon, évidemment qu'ils parlent espagnol, puisqu'ils sont argentins, mais tout de suite, ça permet des films et des productions très différentes. On est dans la pampa, on est avec une faune différente, une autre manière. L'inconvénient, c'est la formation de toute petite spéricule. Il peut arriver que ces médias diasporiques peuvent eux aussi tourner en rond à l'intérieur de leur... donc c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté c'est enrichissant, mais si ça reste à l'intérieur de la diaspora, ça peut rester aussi une spéricule asphyxiante. Une division des fonctions aussi qu'au travers de mes lectures, j'ai fini par un petit peu cerner. La presse quotidienne, qui n'existe pas en langue bretonne, elle n'a jamais existé. La plus grande fréquence qu'on ait eue et qu'on a encore, parce qu'il existe un hebdo depuis 2005 à nouveau, ça a été l'hebdomadaire. On a eu 3 grandes périodes où les hebdomadaires ont existé en breton. Au tout début du XXe, il y en avait 2. Ensuite, il y en a eu un autre pendant l'occupation, de 40 à 44. Et puis, rien d'autre jusqu'en 2005. Et maintenant, on a un hebdomadaire qui s'appelle Ya, qui veut dire oui, et qui tire à peu près à 1300 exemplaires. C'est une occasion de lecture, ce qui n'est pas si fréquent, mine de rien, parce que les locuteurs natifs, en tout cas en breton, lisent assez peu leur langue, quand ils savent la lire. En général, ils savent la lire parce que ce n'est pas forcément une orthographe très compliquée. Elle est plus proche de la prononciation que ne peut être celle du français, par exemple.
Mais aussi, cette presse hebdomadaire, hein, puisque nous n'avons pas de presse quotidienne, est une mémoire à court terme. La radio, elle est communautaire par excellence, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on peut faire plein d'autres choses en écoutant la radio. C'est pratiquement un des seuls médias où on peut, bon, la télévision aussi, mais la radio, vraiment, on peut faire autre chose. On peut conduire, on peut se réveiller, on peut cuisiner, on peut faire plein de choses tout en écoutant la radio. En revanche, elle n'est pas ou peu transparente aux non-locuteurs, mais elle peut être culturellement inclusive grâce à la musique. Et je vous donnerai un exemple breton tout à l'heure, vous verrez. Enfin, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous faire écouter des extraits ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon propos, ni d'ailleurs de vous montrer des extraits non plus audiovisuels. Mais je vous parlerai de Radio Carnet, qui est donc une radio tout près de là où j'habite, à Douarnenez, et qui fonctionne bien grâce à la musique. Elle est très inclusive de personnes non bretonnantes ou non britophones. Mais avant-dernier, la télévision. Alors, la télévision, évidemment, c'est pour la visibilité, c'est presque enfoncer des portes ouvertes que de le dire. C'est une transparence hors communauté, surtout, évidemment, en présence de sous-titres. On peut personnellement déplorer les sous-titres. Quand on connaît la langue, on a les yeux attirés vers le bas de l'écran, malgré nous, alors qu'on comprend tout ce qui se dit. C'est bien dommage, mais il faut bien reconnaître que c'est une manière aussi d'intégrer les non-locuteurs ou bien les apprenants et tous ceux qui arrivent de l'extérieur, qui tout d'un coup peuvent avoir une petite vision, une petite vue de ce qui se passe à l'intérieur de notre communauté linguistique. C'est pour ça que je parle de véranda de la langue. Hein ? Il y a la maison, la véranda, c'est la télévision. Internet, on en est au tout début, évidemment, des études sociolinguistiques sur Internet, en particulier pour ce qui est des langues minoritaires ou minorisées. Il est réputé pouvoir renforcer l'autodétermination de la communauté de pratique de telle ou telle langue et de favoriser la prise en charge des locuteurs par eux-mêmes, puisque, pour une fois, on a, paraît-il, un média, en tout cas un tuyau pour mettre des médias qui normalement est ouvert à tous, hein, normalement. Alors, la Bretagne, la langue bretonne, de quel pays et de quelle langue parle-t-on? Tout de suite, pour couper court à d'éventuelles hésitations parmi vous, je suis né moi-même dans le sud de la Bretagne, dans une ville qui s'appelle Guérande, où on fait du très bon sel. Et c'est dans ce que moi j'appelle le district de la capitale, parce que pour moi la capitale c'est Nantes. C'est là où est le château des Ducs. Il y a un nombre assez important de communes en Loire-Atlantique qui s'appellent de Bretagne, Montoire de Bretagne, Sainte-Anne de Bretagne, etc. Donc la Bretagne, c'est simplement la Bretagne à 5 départements. Le reste, c'est la région administrative Bretagne, qui est tout à fait autre chose. C'est une entité qui a été coupée comme cela par l'État français et qui n'a rien à voir avec le fait que la Bretagne soit à 5 départements. La Bretagne, contrairement à votre île, à vous, alors je sais bien que vous avez aussi une petite enclave génoise tout au sud, mais nous, c'est vraiment du moitié-moitié. Hein, on a une grande péninsule. Elle est moins allongée que ce que vous avez à l'écran. À l'écran, tout a été un petit peu allongé horizontalement. Mais on a vraiment une Bretagne historiquement bilingue depuis le début. C'est-à-dire une Basse-Bretagne celtique à l'ouest et une Haute-Bretagne romane à l'est. Et le parler de Haute-Bretagne fait partie de tous les parlers d'Oil, un petit peu comme le normand, l'angevin, le poitevin, le francien, qui est devenu ensuite le français, le picard, etc. Comme vous, nous avons des dialectes à l'intérieur de cette zone ouest, celle de Basse-Bretagne. Comme vous, mais beaucoup plus rapidement qu'en Corse, il y a eu une évolution dramatique de la situation diglossique en Basse-Bretagne. Diglossique, c'est un petit peu comme bilingue, si vous voulez, mais la diglossie, elle implique forcément un déséquilibre. Hein. Là, vous avez simplement les chiffres pour la Basse-Bretagne. Hein. On n'a pas intégré la Haute-Bretagne ici, ça aurait tout faussé.
Regardez en 1864, presque tout le monde est monolingue bretonnant dans la campagne bretonnante de l'Ouest. Quelques-uns sont bilingues en ville, et puis très très peu de monolingues français. La plupart sont des fonctionnaires dans les grandes villes. Et puis petit à petit, on en arrive à la situation de 1997 où vous voyez tout l'inverse. Presque tout le monde est monolingue français et ceux qui parlent breton sont de toute façon bilingues. La situation a peu changé depuis cette époque. Regardez les chiffres, on va passer vite parce que c'est assez dramatique, mais il y a eu quand même presque 2 millions de gens qui parlaient cette langue à la fin du 19e siècle. Tout ça, c'est des estimations. Vous le savez, le recensement national n'a jamais demandé aux gens, sauf une fois en 1999, à un ménage sur 40 dans les zones de langue minorisée ou de langue régionale, comme ils disent. Donc tout ça, c'est des estimations faites à partir par exemple, des observations des prêtres de paroisse ou des choses comme ça. Mais vous voyez qu'on était à presque, enfin en tout cas une majorité de gens en Bretagne, il y a 5 départements qui parlaient breton en 1886, et presque exclusivement breton, puisqu'il s'agissait de beaucoup de paysans et de pêcheurs. Et puis qu'on est en 2018, et là cette fois-ci c'est à partir d'une étude sociolinguistique payée et financée par la région, on en est à peu près à 200 000 locuteurs sur plus de 4,5 millions d'habitants en Bretagne. Regardez les langues parlées au XXe siècle. J'ai tiré ça de l'étude de 1999, la seule fois où l'INSEE a demandé aux gens quelle langue avait été transmise ou non à l'intérieur de leur famille. Et vous voyez que le breton, c'est écrit en tout petit, mais le breton, c'est la deuxième, la moins bien transmise de père à enfant. Ils auraient pu choisir les mères aussi, mais là, ils ont choisi les pères, donc je vous donne que les chiffres sur les pères. Vous voyez, par exemple, que la Corse s'en tire un petit peu mieux. La Corse est juste avant l'espagnol, juste derrière le catalan. Voyez. Et puis les langues qui évidemment se transmettent le mieux, c'est les langues à haut capital culturel. L'anglais tout en bas, vous imaginez bien que quand on parle anglais, on le transmet. Et le turc aussi. Alors, pour parler du mix identitaire, entre guillemets, le nôtre est un peu différent de ceux de la Corse ou de l'Écosse. Je n'ai jamais vu encore de sondage à ce sujet-là sur la Corse, mais rien qu'en ouvrant grand mes oreilles et en lisant la presse, je pense que ce serait très différent de ce que vous avez ici. Les Bretons sont assez nombreux à se sentir soit seulement français, soit plus français que breton. Vous voyez, c'est des chiffres tout neufs, 2018. La plupart d'entre eux se sentent autant français que bretons. Et puis, vous avez une minorité de personnes qui se sentent plus bretons que français. Et quant à ceux qui se sentent seulement bretons, on est à 4%. Quand je vous dis qu'on est différent de l'Écosse, c'est qu'en Écosse, évidemment, vous auriez, je pense, quelque chose comme 80 à 90% qui se sentiraient soit plus écossais que britanniques, soit exclusivement écossais. Alors même que la langue celtique s'y parle très peu, par 1% de la population. Vous me direz peut-être tout à l'heure si vous connaissez les chiffres pour la Corse. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien décelable entre langue et bretonité. Les locuteurs de breton, vous voyez, c'est la partie, donc la colonne en haut, la colonne horizontale du haut. Elle est à... On voit 51% de personnes qui se sentent autant français que breton, ou seulement breton ou plus breton que français. Un petit peu moins pour les locuteurs de gallo. Le gallo, c'est la langue romane dont je vous parlais tout à l'heure, à l'est de la Bretagne. Et ceux qui sont non-locuteurs d'une ou de l'autre langue, eux se sentent statistiquement beaucoup plus souvent seulement français ou plus français que breton. Donc il y a vraiment un lien entre langue et bretonité. Je passe rapidement, mais c'est juste pour rappel. Le breton est une des 6 langues celtiques modernes. C'est la seule qui soit parlée sur le continent. Les autres étant le gallois, le cornique, qui sont donc ces 2 langues sœurs, et puis les 3 gaéliques d'Écosse, de l'île de Man et de l'Irlande, pas seulement la République, mais toute l'île d'Irlande. C'est le résultat d'une receltisation de l'armorique. L'armorique, c'est l'ancien nom, qui est le nom de notre péninsule armoricaine et de notre massif. Elle était encore partiellement celtophone, on y parlait gaulois.
Et plusieurs siècles successifs ont amené des immigrants, en fin de compte, hein, des boat people, si vous voulez aller par là, qui ont traversé la Manche, que nous on appelle la mer de Bretagne, en toute modestie, pour venir habiter dans notre... ils étaient évidemment en provenance de l'île de Bretagne, qui aujourd'hui s'appelle la Grande-Bretagne. On est censé avoir 4 variétés dialectales parce qu'il y avait 4 évêchés pré-révolutionnaires. En fin de compte, comme vous le savez, hein, la dialectologie, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Si vous voyez la toute petite carte en haut à droite, vous voyez par exemple l'accent tonique. On a 3 bandes d'accent tonique différentes. Pénultième d'un côté, oxytonique de l'autre, et entre les deux, un accent variable qui est un accent radical en fait. Et donc, par contre, le seul glossonyme, donc le seul nom de la langue, a toujours été le même, Brezonnac, qui veut dire breton. Donc on ne l'a jamais appelé patois, on ne l'a jamais appelé celtique, on ne l'a jamais appelé autre chose, armoricain ou autre, on l'a toujours appelé breton. Ce qui montre quand même, à l'intérieur de la dialectalisation, qui est ancienne, hein, une unité réelle. Alors, en breton, la semaine, c'est season. Ça veut dire les 7 sommeils. Vous voyez ? C'est assez poétique, je trouve. Voilà, par exemple, du 7e siècle jusqu'au 21e siècle, comment on a écrit season. Vous voyez que hein, l'orthographe, c'est une science assez peu précise et c'est pas le plus important dans une langue. 2 normes écrites coexistaient jusqu'en 1941, hein, les 3 dialectes du Nord-Ouest, Cairn et Leonträger, s'écrivait de manière unifiée, et puis le Vante au sud-est s'écrivait d'une autre manière. Puis il y a eu 3 tentatives au cours de la deuxième partie du XXe siècle d'unification, en 41, 53, puis en 74. En fait, de facto, la norme de 41 est celle qui survit aujourd'hui et qui est utilisée par toutes les écoles, par l'édition, par la presse. Donc le problème est, je pense, réglé. En bref, la situation socio-linguistique du breton. D'abord, la méthodologie de l'enquête qui a été mise en place en juin-juillet 2018. Vous voyez que l'échantillon est loin d'être négligeable. 8162 personnes, c'est bien pour une étude sociolinguistique. Mais c'est ce qu'il fallait pour pouvoir isoler des locuteurs de breton. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y en a à peu près 6,5% de la population. Bon, tout a été respecté, les profils socioprofessionnels, les populations des femmes, hommes, les métiers, l'âge, l'origine géographique, etc. Et voilà ce qui donne la pratique orale du breton. On en est à presque, on en est à 3 et 3%, mais en fait, quand on affine, ça fait que 5,7%. Sur les 5 départements, il y a seulement 6% de la population qui parle breton. C'est une minorité dans la minorité. Il faut en être conscient. La pyramide des âges, évidemment, pas du tout favorable. Hein, vous voyez bien que tout se regroupe vers le haut. Évidemment, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, ça en Bretagne comme ailleurs. Donc il y a plus de femmes vers les portions hautes, même, y compris d'ailleurs dans la nouvelle génération, curieusement. Vous voyez que les 15-19 et les 20-24 enfin remontent un petit peu, mais enfin on est loin d'avoir une base de pyramide des âges qui soit encore favorable. Enfin, ça donne espoir de voir cette base s'élargir à nouveau. Évidemment, et quand on a plus de 65 ans, on a tendance à être retraité. Donc vous voyez 72%, hein, tout ce qui est en bleu marine, là, ce sont des retraités. Et la fréquence d'usage, parce que ce n'est pas tout de parler breton, mais est-ce qu'on le parle souvent ? 42%. Soit tous les jours ou presque, soit au moins une fois par semaine. Mais simplement 22% tous les jours ou presque. Hein. Donc un locuteur sur 5. Ce qui est rassurant, c'est de voir que, vous voyez, plus on est jeune, plus on parle souvent la langue. Alors, ça s'explique aussi de la manière suivante. Beaucoup de gens de plus de 70 ans peuvent être isolés en ville ou isolés dans leur appartement même, et n'ont plus d'amis ou plus de conjoints avec qui parler breton. Alors que les 15-24 ans sont soit scolarisés,
soit l'université. Et puis surtout, ils ont un volontarisme ancré en eux, ce qui fait qu'ils se servent de la langue plus souvent que les autres générations. Et ça, c'est encourageant. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une Haute et une Basse-Bretagne, donc vous n'êtes pas surpris non plus que les pourcentages divergent. Hein. On est 12,5% à l'ouest à pouvoir parler breton et simplement 1% dans la Haute-Bretagne. En particulier dans les zones rurales du centre-Bretagne et du nord. Mais là, grosse surprise, quand on demande aux gens, à tous les gens, aux 8500 personnes testées, vous-même auriez-vous souhaité ou souhaiteriez-vous savoir le breton? Il y a presque une égalité parfaite entre l'Est et l'Ouest. On se rend compte que les gens de la Haute-Bretagne ont une aspiration à parler breton, si on leur en donnait les moyens, l'école, cours du soir, tout ce que vous voulez. Alors, ça ne mange pas de pain, comme on dit, hein, de dire oui, j'aurais bien aimé savoir le breton. Mais en tout cas, la réponse est là. Peut-être un peu comme en Corse, la lecture et l'écriture du breton sont assez peu répandues. Autrefois, quand les gens allaient au catéchisme en langue bretonne, mais ça fait très longtemps, le catéchisme en langue bretonne s'est éteint dans les années 40 à peu près, 50 maximum. Donc les gens maintenant apprennent le breton de manière un petit peu à la sauvage, si vous voulez, sur les panneaux, sur les quelques articles qui existent dans la presse. Hop, voilà. Par exemple, on a une page hebdomadaire le jeudi, une seule, hein, dans le quotidien régional Le Télégramme, depuis 2005, mais enfin, c'est mieux que rien, parce qu'avant, il n'y avait rien du tout. Et puis, il y a évidemment la presse spécialisée en langue bretonne, hein, des magazines littéraires, un hebdo, tout ce que vous voulez. La compréhension du breton. Pourquoi je vous parle de la compréhension ici? Parce qu'on va parler de la radio tout de suite. La compréhension suffit pour la radio. Il suffit de comprendre, on n'a pas besoin d'être locuteur. Et il y a quand même 20% de la population de Basse-Bretagne qui est à même de comprendre le breton. La radio en langue bretonne, elle a commencé sous l'occupation allemande la puissance occupante a donné l'occasion, en particulier parce qu'il y avait parmi les cadres de l'armée allemande un grand celtisan de Marbourg qui était très intéressé par la langue bretonne et qui s'appelait Léo Weisgerber et qui a donc autorisé l'ouverture d'une radio à Rennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le signal était si peu fort qu'on ne l'entendait pas en Basse-Bretagne, là où habitent justement les Bretonnants. Et puis petit à petit, la radio s'est développée jusqu'à avoir, un petit peu comme vous, hein, depuis le début des années 80, une antenne de France Bleu, hein, qui émet une douzaine d'heures de breton par semaine et qui a changé de nom depuis 2000. Alors, à votre différence, nous, notre territoire est divisé en 3 morceaux. La Basse-Bretagne reçoit pas mal de bretons, la région de Rennes un tout petit peu, et la région de Nantes, rien du tout. C'est pour ça aussi qu'on a eu un essor des radios associatives. Je crois que vous en avez vous aussi en Corse. Les 2 premières sont nées dans les zones rurales du centre-Bretagne pour s'adresser à la population locale dans les 2 langues, en français comme en breton. Puis, il y a exactement 20 ans, 2 radios jeunes, Radio Carnet et Arvorig FM, sont nées, 100% en breton. L'une dans le Finistère Nord, l'autre dans le Finistère Sud. Elles se sont alliées parce que comme leurs budgets sont faibles, elles partagent leurs émissions. Ce qui fait qu'à l'intérieur de la grille, vous entendez par moment des émissions de Radio Chris Brace, des émissions de Radio Broadioanet, de Radio Carnet et d'Arvorig FM. Et ce qui a l'avantage aussi que tous les dialectes de la Basse-Bretagne sont audibles par tout le monde tous les jours. Et ça, c'est non négligeable. Ça permet pas forcément une standardisation, qui n'est pas forcément souhaitable d'ailleurs, mais ça permet que la polynomie, on va l'appeler comme ça aussi pour la Bretagne, soit présente sur les ondes. Et évidemment, maintenant, depuis 2012, on a tout ça en téléchargement sur radiobrace.net et c'est bien utile parce qu'on n'est pas toujours en Bretagne d'une part et on n'est pas toujours à même d'écouter la radio. Vous avez la carte ici, c'est la carte qui a servi pour le programme du CCU. Et puis bientôt il va y avoir une 5e
radio qui est en train de se mettre en place à Nantes dans la nouvelle norme qui sera la norme numérique DAB et qui sera prête courant 2019 normalement. Alors, bon, France Bleu Brésil, elle est évidemment la plus connue, mais vous avez Radio Carnet qui se passe en deuxième. Et pourquoi ? Parce que Radio Carnet a une politique de playlist très, très, très offensive et très, très jeune. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher, non pas de la musique traditionnelle à tout crin, mais toutes sortes de musique actuelle. Le programmateur a vraiment un flair incroyable et une grande connaissance musicale. Ce qui fait qu'il va chercher une playlist improbable, on va dire, qu'on ne trouvera jamais sur le service public, par exemple. Et du coup, il obtient une audience qui n'est pas l'audience cible seulement, bretonnante, mais des gens qui écoutent cette radio parce qu'ils aiment la playlist et du coup, ils entendent du breton, on va dire, en plus. Ça marche très bien. Alors, quid de la compréhension du breton des médias ? Vous entendez peut-être ça ici aussi en Corse, hein ? C'est pas le même breton. Hein, le petit vieux qui balaye et puis les petits jeunes qui parlent. Voilà. En fait, la réalité est beaucoup moins négative que celle que portent les clichés. Il y a une chercheuse galloise, Mary C. Jones, qui en 1998 est venue à Plougastel, là où habite un breton qui est parmi nous ici, un étudiant qui est à Corté, qui s'appelle Talouine Baudu, et qui est inscrit en thèse à Aberystwyth, au Pays de Galles. Il m'est venu me saluer tout à l'heure. D'un côté, les gens disaient qu'ils ne comprenaient pas le breton, sauf si c'était celui de leur région. Et pourtant, 37% des personnes interrogées regardaient régulièrement les émissions en breton, qui à l'époque n'étaient pas encore sous-titrées. Donc elle en concluait que l'obstacle linguistique était surtout, en fait, psychologique. Quand ils n'entendent pas exactement ce qu'ils veulent, ils croient qu'ils ne comprennent rien, alors qu'en fait, ils comprennent pas mal de choses. D'ailleurs, la question a été posée par un homme de médias, Funch Brodick, en 2009, et 32% des locuteurs sondés répondaient que rarement ou jamais ils n'avaient de problème de compréhension du breton à la radio, 41% quelquefois, et simplement 26% souvent. Donc on voit qu'il y a une grande légende sur la compréhension des médias. Ce que nous n'avons pas et que vous avez, je crois encore, c'est les émissions dites bilingues où l'on passe d'une langue à l'autre. Je pense que c'est du fait qu'il n'y a absolument aucune transparence. Vous savez que le breton est une langue celtique, que le français est une langue romane. Il n'y a absolument aucune transparence possible. Et la compréhension passive du breton est problématique. Il faut vraiment savoir beaucoup de breton pour pouvoir comprendre ce qui se passe. La pratique des médias, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que je voudrais conclure. Vous voyez quand même que ce sont la radio et la télévision qui restent les médias les plus pratiqués par les 200 000 bretonnants existants. Je sais bien qu'ici, je parle à des jeunes pour lesquels ces deux médias sont des médias du passé, puisque quand vous écoutez la radio, peut-être vous l'écoutez déjà sur votre ordinateur, peut-être vous l'écoutez déjà en podcast. Et puis la télévision, je sais bien que la plupart des jeunes ne regardent plus le poste de télévision, ou très peu souvent, mais regardent YouTube, ou regardent d'autres chaînes, ou regardent ce qu'ils veulent d'ailleurs, y compris des choses qui viennent du reste de la planète, sur toutes sortes d'écrans, plus ou moins grands, du laptop jusqu'au téléphone portable. En tout cas, la radio dépasse désormais la télévision dans les pratiques médias des jeunes locuteurs de breton. Et ça, c'est une vraie surprise. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça en anglais ici, mais ça, c'est une vraie surprise, effectivement. La télé, rapidement, juste pour vous dire que nous n'avons pas de Via Stella, nous. Nous avons failli l'avoir à peu près au même moment que vous. Il paraît même que France 3 avait acheté le camion qui allait servir à diffuser. Et en fin de compte, ça a capoté. Et puis, donc, nous avons un peu la portion congrue. Vous voyez tout en bas de ma page, la situation 2019, c'est une émission pour les enfants, qui est très bien, d'ailleurs, mais bon, une par semaine. Et puis un talk show, toutes les deux le samedi matin. 4 minutes de journal en breton le midi, et puis surtout une interruption, ou alors des rediffs, sur la grille d'été. C'est comme si en été, on parlait plus breton, les touristes sont là, ou bien les gens sont partis en vacances, j'en sais rien. Donc même si la présence du breton est très ancienne, 1964, c'est mon année de naissance, donc vous voyez un peu comme c'est ancien, eh bien, ça n'a pas beaucoup progressé. En plus, on a eu un gros échec, qui était pourtant un gros espoir, donc la déception était à la hauteur des espoirs.
De 2000 à 2003, nous avons eu une vraie télévision. Alors c'était étrange, c'était un objet étrange. C'était une chaîne régionale privée, câblo-satellitaire à l'époque, hein, puisqu'on n'était pas encore sur Internet, bilingue, de langue minoritaire. Regardez un petit peu le tour de table du premier TV Braze. Berlusconi, Murdoch, le Crédit Agricole des 5 départements, TF1 et autres, hein, étaient autour de table. Mais assez rapidement, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner de l'argent. Eh bien, ils se sont retirés et TV Braze est devenu petit à petit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire juste un acronyme, toujours en usage, mais la chaîne déjà est basée à Paris et plus à Lorient, et elle n'a même plus de base bretonne de quoi que ce soit. Ils ont voulu, merci d'avoir été, et je comprends tout à fait que vous partiez, hein, il n'y a aucun problème, je vais bientôt finir. Ils ont voulu la rebaptiser TVB, mais ça appartient déjà à une chaîne taïwanaise. Alors, nous avons à la place de TV Braze, BrazoWeb, qui est une web télévision qui a été lancée par un ex-journaliste de TV Braze en 2006 et qui est subventionnée par la région. Elle est très utile, elle est agréable, cette chaîne, mais son impact symbolique, son budget et sa production sont bien moindres. Un petit peu comme avec la radio, ce qui s'est passé, c'est que les chaînes de télévision bretonnes, France 3, BrazoWeb, TBO, TB Sud et TV6 à Rennes, TV Rennes 6, pardon, se sont ligués pour faire des coproductions. Alors, pour conclure, bientôt, le breton, comme d'autres langues minoritaires, doit absolument opérer ce qu'on appelle l'ascension numérique. Les anglophones appellent ça digital ascension. Les interfaces, les réseaux sociaux, les apps, les applis, la synthèse vocale très importante, tous les objets connectés à venir, etc. Tout ça, c'est des opérations coûteuses en finance et en temps, mais qui de moins en moins, et qui devraient pouvoir être prises en charge par les collectivités territoriales. Mais certaines décisions ne dépendent pas du tout de nous, elles dépendent complètement du bon vouloir des GAFAM. Hein, donc Google, Amazon, Facebook... Qui a-t-il encore? Le dernier, c'est Microsoft, évidemment, et puis Apple. Et certains linguistes parlent de mort numérique, de digital death, pour les langues qui n'accéderont pas à ce Graal. Ma conclusion, ce que les médias ne pourront pas faire. Le pape de la sociolinguistique, Joshua Fishman, qui était donc new-yorkais, yiddishophone, mais qui s'est intéressé à toutes les langues minorisées du monde. Pour lui, il n'y avait absolument aucun crédit à accorder à ce qu'il appelait le fétiche des masses médias. C'est dans son bouquin Can Minority Languages be Saved en 2001. Il considérait complètement irréalistes les attentes des militants linguistiques. Pour lui, la seule étape cruciale, c'est le rétablissement du lien famille, voisinage, communauté. Le rapport Euromosaïque de 1996, qui a été écrit par une équipe belgo-galloiso-catalane, était un peu plus nuancé et donnait aux médias le statut d'agent secondaire, mais toujours derrière la famille, l'enseignement et la communauté. Donc les médias peuvent suppléer momentanément l'absence d'interaction sociale, mais certainement pas remplacer cette absence indéfiniment. Il y a la nécessité, et on revient à ma revernacularisation du début, de rétablissement de liens affectifs normaux en langue minoritaire, voire même de mood, ça c'est le terme qu'utilisent les Catalans, à l'âge adulte, c'est-à-dire changement volontaire de langue de prédilection dans le cercle amical, professionnel et surtout en couple, en famille, enfant. Ça se pratique beaucoup en Catalogne. Il y a des gens qui sont soit catalans, soit qui viennent de l'extérieur, qui à un moment de leur vie changent de langue principale au quotidien, par choix volontariste. Ils cessent de parler castillan, ou ça peut être aussi arabe ou kabyle. Hein. C'est pas qu'ils cessent de le parler, évidemment, ils continuent à parler leur langue d'origine, mais ils décident qu'à partir d'aujourd'hui, leur langue de travail, leur langue peut-être pour élever les enfants, etc., leur langue amicale, va être le catalan. Et c'est donc seulement à partir de cette nouvelle nécessité, de cette nouvelle demande, que pourront croître les médias en langue minoritaire, et non l'inverse. Et je vous remercie.
Merci pour ceux qui sont restés. La plupart qui studie course, et bon, ça tombe bien aussi, même si les sciences de l'éducation avaient sûrement de nombreuses questions. Merci pour ce... Bon, on a focalisé sur les médias, mais en même temps, on a voyagé à travers la situation bretonne. Et puis, merci aussi de nous avoir fait profiter de tout cet appareil conceptuel que tu puises aussi, grâce à ton anglophonie, dans les situations du nord de l'Europe et puis, bien entendu, dans le monde entier. Pour certaines, on y a eu accès, mais pour d'autres, un petit peu moins dans la sociolinguistique corse. Voilà, bon, situation des médias ici est sensiblement différente, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Peut-être une situation particulière. Moi, je me rappelle qu'en 1964, année de ta naissance, mais moi j'étais déjà né, je me rappelle qu'en Corse, à Bastia et à Bonifacio, nous n'avions pas de télévision française et nous écoutions, Patricia peut peut-être me le confirmer aussi, ou Eugène, nous écoutions la RAI, la télévision italienne, notamment dans le Cap Corse, à Bastia et à Bonifacio. Ailleurs, je ne sais pas. Et on avait donc cet accès, grâce à la langue corse, à la télévision italienne, ce qui donnait finalement un goût d'Europe avant l'heure et une revernacularisation médiatique ou comment dirais-je, une situation sociolinguistique médiatique assez particulière. Voilà, à côté de ça, le concept de Mouda, moi je l'avais repéré aussi lors de ton HDR, mais je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas conscientisé en Corse, même si cette mutation, Mouda, je pense que c'est le changement, la mutation à Mouda, n'a rien à voir avec la mode, mais ça peut être un phénomène aussi. A Mouda può essere una moda, in Corsica. Mais il est intéressant de constater que ces comportements, ces attitudes, ce volontarisme-là pourrait exister aussi et que de toute façon, le média ne suffira pas à pallier cette absence de vernacularisation ou de revernacularisation. Voilà, j'arrête là et le public a la parole. Tu peux garder ton micro. Oui, on peut prendre une demi-heure, une bonne demi-heure de questions. Dans ces cas-là, j'ai toujours à cœur que les étudiants soient les premiers et les plus actifs, puisque on a l'habitude de ne pas prioriser le débat entre spécialistes, même si sans doute certaines questions brûlent certains de nos collègues, mais on y viendra. Alors, première question. Il y en a parmi eux qui sont allés en Bretagne. Oui, Marine, qui a fait partie du voyage. Bon, merci Stéphane. Bon, c'est peut-être plus une remarque qu'une question. C'était pour parler aussi de ma propre expérience dans les médias insulaires, donc à Viastel. Et vous avez parlé donc d'émissions bilingues à Viastel. Alors c'est vrai qu'il peut y en avoir, mais moi ce que je remarque le plus de mon expérience, c'est qu'il s'agissait plutôt d'un double monolinguisme au final que d'un bilinguisme, puisque ceux qui faisaient l'émission parlaient en français, et moi à un moment donné je faisais ma chronique en corse, mais c'était totalement séparé, et les interactions elles étaient très peu nombreuses, ou alors il fallait qu'on les prépare en amont, et c'était compliqué à mettre en place. Donc voilà, peut-être ça, et savoir en Bretagne comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà. Donc en fait, je me souviens, alors c'est peut-être pas très récent, mais j'avais l'impression quand j'écoutais la radio, en traversant la Corse, que par moment, à la radio, hein, peut-être pas à la télévision, il passait plus facilement d'une langue à l'autre, à l'intérieur d'un même, peut-être pas d'une même phrase, heureusement, on n'est pas dans le code mixing, mais dans l'alternance codique, on va dire. Ça n'existe plus, non? Pas vraiment? D'accord, ok. Alors, en breton, ça a été tenté au tout début de France, de Radio Bretagne Ouest, en 83, parce que les dirigeants de la radio à Paris, mais aussi à Quimper, avaient peur d'un soi-disant, entre guillemets, ghetto. Le problème, c'est que ça n'attirait ni les bretonnants ou britophones, ni ceux qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que comme les deux langues ont vraiment, vraiment peu de transparence l'une à l'autre, hein, vous savez, on peut pas faire ces parcours romans que vous avez, vous. Hein. On pourrait même pas faire, d'ailleurs, un parcours celtique qui soit aussi transparent que vos parcours romans, parce que nos langues celtiques, elles se sont séparées il y a tellement longtemps les unes des autres qu'elles ne sont pas intercompréhensibles sans
sans un minimum, même peut-être un maximum d'apprentissage. Donc ce qui fait que ça a duré, je crois, 1 an ou 1 an et demi. Il y a eu tellement de lettres et de coups de téléphone pour se plaindre que ces émissions ont été ensuite renvoyées chacune dans ses 22 mètres, et le français est resté de son côté de la grille et le breton est resté de l'autre côté de la grille, qui porte bien son nom, hein, de grille de programmation. Et à ma connaissance, depuis... Alors, il y a quelques exceptions, ce sont des émissions très courtes qui ont une vocation un petit peu pédagogique, c'est-à-dire on va prendre une expression en breton et du coup elle va être expliquée en français avec plusieurs exemples en breton, un petit peu pour attirer les gens, pour qu'ils aient une petite connaissance extérieure du breton. Mais des vraies émissions, soit télévisées, soit radio, qui passent d'une langue à l'autre, non. Et je pense pas que ça revienne. C'est pas dans l'air du temps, c'est pas ce qu'attendent les gens. Les gens qui défendent la langue bretonne sont très sourcilleux sur le temps de diffusion, donc ils prendraient ça comme une manière de grignoter leur propre temps. Et puis ceux qui ont peu de patience pour la langue bretonne ou pour lesquels elle est totalement hermétique ne seraient pas non plus preneurs. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Le moyen de faire entendre du breton aux gens, c'est à l'intérieur de la programmation musicale. Et là, ça pose pas de problème. Oui, ben, déjà, merci Stéphane pour cette conférence. Bon, ça tombe bien parce que bon, hier, déjà, je fais mon mémoire sur langue, corse et médias. J'ai posé la question au responsable de la programmation, donc à France 3 Corse Viasté. J'ai eu un entretien avec lui hier. Et ça tombe bien puisque je voulais faire aussi le parallèle avec ce qui se passe en Bretagne. J'aurais 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une volonté de faire progresser la langue au niveau des médias, ou alors est-ce que ça semble compliqué et on va vers la pente descendante? Et deuxième question, je sais qu'il y a un office de la langue en Bretagne. Est-ce que cet office-là, il a un rôle de subvention, de mise en place de la langue dans les médias, et particulièrement dans les services publics à France 3? Merci pour tes questions, Mathéo. Et puis aussi, pour vous dire à tous les deux et aux autres, je ne sais pas s'il y en a d'autres de la célèbre délégation corse de l'année dernière, que j'avais eu énormément de plaisir à vous recevoir chez moi à Rennes et à Douarnenez. L'année dernière, c'est des souvenirs, et pas seulement moi d'ailleurs. Je croise des gens à Douarnenez qui me demandent « Alors, tes Corses, qu'est-ce qu'ils deviennent ?» Parce que c'était quelques soirées mémorables et des journées aussi d'ailleurs de travail. Donc, est-ce qu'on est sur la pente descendante ? Non. On est plutôt dans la stagnation. Heureusement qu'il y a eu cette web télévision Brésil Web qui est arrivée au bon moment pour que la grande déception de la fin de TV Braise ne soit pas une catastrophe. Hein. On n'a pas tout perdu, on a reculé un petit peu, mais on reste quand même bien mieux équipé, on va dire, que par exemple l'occitan. Alors je ne compare pas avec le catalan ou avec le basque, parce que ces 2 langues-là, comme elles sont à cheval sur les Pyrénées, elles ont la chance de pouvoir profiter d'un appareil médiatique très costaud, que ce soit à Vitoria-Gasteiz avec Euskal Telebista pour la télévision et les radios aussi. Et puis évidemment, en Catalogne, à Barcelone, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est pratiquement, je crois qu'il y a 4, 5, 6 chaînes nationales de Catalogne, qui, sans parler des autres chaînes plus locales. Donc ils sont un petit peu hors course. Hein. C'est plutôt vous, les Corses et les Bretons, qui sommes en tête de pont. Ce qui se passe, c'est que la qualité des productions cinématographiques et télévisées est vraiment en hausse. Il y a de très beaux reportages. Le papa de Talouine, par exemple, qui est devenu indépendant depuis qu'il a quitté TV Braise, produit des choses très intéressantes. Elles sont en breton, mais elles n'auraient pas forcément existé en français. Des reportages. Il a suivi un jeune yézidi, par exemple, du nord de l'Irak jusqu'en Europe, sur plusieurs
plusieurs épisodes. Et puis du côté fiction, surtout. Du côté fiction, on a des belles fictions maintenant, qui vraiment, on n'a pas à avoir honte de ces fictions-là. Il y a une fiction qui s'appelle Finarbet, qui veut dire la fin du monde, qui est jouée par 3 générations, on va dire, un jeune homme d'une trentaine d'années, une fille de mon âge, et puis un monsieur de à peu près 75-80 ans, et qui a été retenu pour le festival des séries télévisées de Luchon, dans les Pyrénées, en dehors de toute considération linguistique. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé, quelle que soit la langue, que c'était une belle série, bien filmée, bien jouée. Donc, du côté de la qualité, on avance vraiment. Le problème, en fait, vous savez, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, qu'est-ce que va devenir la télévision ? On est bien normal de le savoir. Si ça se trouve, la télévision, bientôt, ce ne sera plus la télévision, ce sera des écrans sur lesquels se passe un peu de tout, du son, de l'image, de l'écrit. On va peut-être arriver à un seul média, ce qui fait qu'évidemment, les budgets qui avant étaient nourris par la publicité, hein, sur les grosses chaînes comme Canal+, TF1, etc., même sur le service public, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces budgets-là ? Alors, la télévision devient de moins en moins chère à produire aussi, c'est vrai, mais malgré tout. Donc voilà. Est-ce que les langues minoritaires n'ont pas leur épingle à tirer ? Je pense que si, parce que dans un monde un peu plus liquide comme ça, ou un petit peu plus fluide, peut-être que si les talents sont là et les volontés, après tout, pourquoi pas ? Ce qui se passe souvent, ce que font les Gallois en particulier, c'est qu'ils font souvent des productions, ce qu'ils appellent back-to-back. Ça veut dire ils produisent la même série avec les mêmes acteurs qui se trouvent être bilingues en anglais et en gallois. Ce qui fait qu'ils financent en fin de compte leurs séries galloises, qui sont très bonnes d'ailleurs, hein, en général. Elles font aussi peur que les séries américaines ou anglaises les meilleures. Ils la financent grâce au fait que, comme ils l'ont aussi tourné en anglais sur In situ, à peu près au même moment, ils peuvent aussi la vendre en anglais au marché international. Donc c'est aussi une idée. Alors évidemment, en Bretagne, on n'a pas encore les reins aussi solides. Au Pays de Galles, ils ont une chaîne de télévision depuis le début des années 80 qui s'appelle SP Edouarec, Channel Pedouar Comrie, Channel 4, mais en gallois, et qui a contribué. Alors beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il y a eu SP Edouarec que le gallois se porte bien. Non, c'est le contraire. C'est parce que le gallois se portait très bien que les Galloisans ont réussi à arracher à pas n'importe qui, Margaret Thatcher, vous imaginez, une chaîne de télévision publique sur argent public pour une langue minoritaire qui ne soit pas l'anglais. Bon, ils y sont parvenus. Depuis la crise de 2008, les budgets ont beaucoup descendu, à peu près d'un tiers, mais ça reste quand même une télévision qui marche. Et puis, ta deuxième question, c'était sur l'office. Alors, l'office de la langue bretonne, il est très utile, mais il a déjà énormément de tâches. Déjà la lexicographie, la néologie, on va dire. Et puis aussi, par exemple, le développement de l'enseignement. Faire en sorte qu'il y ait des réunions locales pour créer de nouvelles écoles, parce que ce qui va nous manquer dans une génération, ce sera les locuteurs. Vous avez vu l'âge du capitaine. Si on ne fait pas un grand réseau d'écoles, on risque de se retrouver vraiment très, très minoritaire. Donc non, les médias ne font pas partie de leurs attributions. Une autre attribution qu'ils ont, c'est aussi, par exemple, d'aller collecter les microtoponymes. Pour ce qui est des autres toponymes, tout va à peu près bien, mais les microtoponymes, c'est-à-dire les parcelles, les ruisseaux, enfin les choses qui sont vraiment minuscules, avant qu'elles disparaissent complètement des lèvres des locuteurs traditionnels. Ils sont à peu près 25 simplement, je crois, à l'Office de la langue bretonne, et leur budget ne leur permettrait en particulier pas, par exemple, de gérer une chaîne de télévision, même minimale, avec leur budget. Donc non, on va dire que la contribution de l'Office aux médias, c'est que sans doute quand un journaliste a besoin d'un terme nouveau, il va aller chercher sur la banque Term Office, la banque de données des néologismes, quel terme est le plus approprié. Mais sinon, non, ce n'est pas leur attribution. Oui, alors merci pour cette belle conférence. Non, moi, j'ai 2 questions. Alors, la première, qui concerne l'enseignement.
vous avez parlé de problèmes de variété. Voilà, donc vous avez de nombreuses variétés. Quelle variété est enseignée? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour enseigner une variété, ou alors est-ce que dans chaque micro-région ou dans chaque région, on enseigne la variété locale? Deuxième question, est-ce que comme chez nous, par exemple, dans les années 70, grâce au chant, on a pu redonner une dynamique à la langue? Je sais que vous avez une production discographique très importante en Bretagne. On est les 2 régions qui produisons le plus. Donc, est-ce que ce chant, et par exemple à travers les médias également, est-ce qu'il il a contribué justement à maintenir ou à sauvegarder à un moment donné cette langue ou ces variétés de langue? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, souvent en Bretagne, et d'ailleurs, combien de fois il a fallu que je le répète, y compris à mes propres étudiants, il y a confusion entre l'unification orthographique et une hypothétique unification au niveau oral, au niveau prosodique et au niveau donc de la langue orale. C'est 2 choses tout à fait différentes. On a essayé, et je pense qu'on est à peu près parvenu, à avoir une orthographe qui respecte toutes les données dialectales. Certains disent que non, mais moi je trouve que tout simplement au quotidien, je vois des gens de toutes les variétés dialectales s'en servir, donc je pense qu'ils la considèrent comme un outil à peu près acceptable. Pour ce qui est des réalisations orales de la langue, déjà, vous avez vu que sur les 200 000 locuteurs, les 3/4 sont des locuteurs traditionnels. Donc eux, la chose est réglée. Ils parlent évidemment le breton local, le seul qu'ils aient jamais entendu, sauf quelquefois, ils entendaient la version du Nord-Ouest, le Léon, avec le prêtre, parce que le Nord-Ouest a été une usine à prêtres pour tout le reste de la Bretagne, pour des endroits qui étaient beaucoup moins blancs, beaucoup plus rouges que ce Nord-Ouest. Pour ce qui est des nouvelles générations, il y a plusieurs approches assez différentes selon les personnes. Par exemple, nos écoles associatives qui s'appellent Diwan, qui ont été créées à la fin des années 70, en 77, et qui ont ensuite donné lieu aux écoles publiques, puis aux écoles catholiques bilingues, ont dans leur propre charte le respect dans l'enseignement donc normal de l'école, c'était des maternelles à l'époque, du breton parlé autour de l'école. Ensuite, quand c'est possible, c'est fait. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le breton parlé soit celui qu'on entend dans l'environnement. Comme vous le savez, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a toute une partie de la Bretagne, la partie est, qui n'a plus de breton, soit depuis des siècles, soit jamais. Dans ces moments-là, évidemment, c'est plutôt un standard central, médian, une espèce de koiné qui s'est faite un petit peu au hasard des décennies et des siècles, qui est en circulation. Certains jeunes ne sont pas du tout sensibles à cette musicalité dialectale de la langue, et ils se contentent du standard, qui peut être prosodiquement très plat quelquefois, et très proche du français. Tout simplement parce qu'ils prennent la langue avant tout comme une bonne à tout faire, et puis ils se fichent de ces données-là. Par contre, il peut y avoir aussi des jeunes qui sont très sensibles à cela et qui ont eu la chance dans leur école maternelle, puis primaire, puis même au collège. Par exemple, le collège Diwan de Vannes comporte un assez grand nombre de professeurs et d'enseignants qui enseignent en variété vantaise, ce qui fait que les jeunes qui sortent de ce collège-là ont une couleur vantaise. Moi, je les vois arriver à la fac après, je vois bien, on entend la couleur vantaise de manière très nette. Donc, c'est une réponse de Normand que je vous fais. Certains jeunes, effectivement, ils sont sensibles, mais d'autres, très peu. Pour ce qui est de la chanson, oui, on a eu le même phénomène que vous dans les années 70. Bon, vous connaissez Alan Stivell, bien entendu, qui d'ailleurs n'est pas forcément un excellent locuteur de breton, mais quand il chante, ça passe tout à fait très bien. Et puis, on a eu le réveil aussi d'une forme de beaucoup plus traditionnelle, qui est ce qu'on appelle le can à discan. C'est un chant à répond entre 2 personnes, soit 2 femmes, soit 2 hommes, soit un homme et une femme. C'est très scandé et très rythmique, puisque c'est du chant à danser, en fait.
Et du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup à la prosodie, parce que ceux qui connaissent bien le Corna Discount ne peuvent qu'avoir un bon accent, à mon avis, tellement c'est bien martelé. Et la créativité continue. Le dernier avatar en créativité qui allie tout à fait le breton traditionnel, bien prosodique, comme il doit l'être, et une forme très très moderne, très contemporaine de création, c'est le rappeur qui s'appelle Chris Men. Il a vraiment un environnement, un monde à lui qu'il a créé. Déjà, c'est un excellent musicien, un excellent bretonnant. Et il écrit son rap de manière à ce que le beat, si vous voulez, du rap soit vraiment en lien avec la langue. Il n'a pas composé d'un côté son rap et de l'autre côté les paroles. Il a fait les deux en même temps. Ce qui fait que c'est fluide, c'est agressif comme doit être le rap quand il l'est, c'est rappeux, c'est le cas de le dire. Et donc ça continue. Hein, ça continue sous toutes ses formes. On voit des jeunes de quelquefois 15-16 ans qui sont capables de faire danser un fest-noz en chantant. Donc oui, heureusement, vous et nous, on a une bonne discographie qui continue à marcher et des gens continuent à faire et à acheter des disques dans nos pays. C'est quand même incroyable, hein, au moment où tout s'est complètement dématérialisé. Un fest-noz, oui, un fest-noz, on est peut-être encore les derniers de tout l'Hexagone et même avec la Corse à avoir un type de bal qui soit traditionnel, mais ouvert à tous, et y compris à des gens qui vivent de manière tout à fait contemporaine. À l'origine, c'est un bal où toutes les danses sont traditionnelles, qui se dansait plutôt dans les fermes au moment à la fin des récoltes ou au moment des battages, ou toutes ces choses-là. Ou alors quand on faisait une nouvelle ère aussi, vous savez, on mettait de l'argile et puis il fallait aplatir cette argile pour que ensuite on puisse battre le blé, tout simplement. Hein. Et donc les gens venaient danser en nombre sur cette argile. Et ensuite, ce fest-noz a failli disparaître dans les années 50-60, puisque la civilisation rurale sur laquelle il était basé avait disparu. Hein, beaucoup de paysans avaient quitté la terre, ils avaient été remplacés par des agriculteurs ou des exploitants agricoles qui avaient d'énormes machines et puis n'avaient pas besoin de beaucoup de personnel. Ce qui fait que le fest-noz allait mourir de sa belle mort. Et une personne importante qui s'appelle Loïse Ropars a pensé qu'il était temps de transporter le fest-noz en ville et surtout de mélanger les danses. Parce qu'avant, chacun peut danser sa danse dans son village. Et il a eu cette présence d'esprit de se dire non, il faut qu'on amène toutes les danses en ville en plus. Ce qui fait que ce bal-là est devenu un endroit de loisir, en fin de compte, où les gens apprennent et dansent ensemble toutes les danses de Bretagne. Et c'est très convivial. Ce sont des danses, la plupart, pas toutes, mais la plupart sont en chaîne et non pas en quadrille. Donc vous pouvez vous installer, même quand vous êtes un touriste corse ou autre, vous allez au fest-noz, vous payez votre entrée, c'est pas très cher, vous observez un peu comment ça se passe, et ensuite vous pouvez vous joindre à la chaîne à danser. Et normalement, si tout se passe bien, les gens à votre gauche et à votre droite, si vous ne faites pas n'importe quoi, si vous êtes vraiment appliqué à regarder comment on danse, ils vont vous expliquer, ils vont vous montrer et ça va se faire de manière assez naturelle. Donc le fest-noz, c'est un endroit social très important en Bretagne. Trigaredid, Stéphane Vidar, c'est moi, Talvin, qui faisait Stéphane référence quelquefois dans la présentation. Moi, je suis ici pour encore une semaine et demie. Je fais une thèse au Pays de Galles, à Aberystwyth, que tu as mentionné également, sur les jeunes corses et bretons qui apprennent plus ou moins l'école, la langue seulement dans le milieu scolaire et pas dans la transposition familiale du moins, avec les parents. Les grands-parents, c'est quelque chose d'autre, surtout ici en Corse. Mais ouais, donc j'avais un commentaire et peut-être une question. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les chaînes locales, que je ne crois pas qu'il y a ici en Corse, les chaînes plutôt départementales, même je dirais, TVRN, Titélé, TBO, qui commencent à prendre une place assez importante et surtout politique, je pense, parce que vu que, comme tu as dit, Stéphane, il y a seulement 1 heure sur le France 3, ces chaînes-là permettent aussi de faire de proposer d'autres émissions en fait, qui n'est pas possible du tout sur France 3, qui fait seulement un talk show.
Et la question, et je vais peut-être m'expliquer pourquoi je pose cette question-là, est-ce que tu penses que c'est même possible, ou est-ce qu'il devrait même continuer à financer des émissions pour ces télés-là, en sachant que peut-être dans le monde néolibéral où on vit maintenant, et que ça c'est peut-être faudrait penser à discuter et à financer d'autres façons de faire la télé visuelle, du moins. Je pense par exemple essayer de convaincre des gens comme Netflix ou Amazon ou des grosses boîtes comme ça qui même la France et Paris des fois galèrent à convaincre ces genre, je dirais même des institutions. Est-ce que en tant que minorité, on a moyen aussi de peut-être poser notre pierre, au moins dans ce débat-là. Et surtout que ce qu'on fait les Gallois et ce qu'on commence à faire les Bretons, du moins, c'est des émissions ou des télé produites par les jeunes eux-mêmes et qui marchent beaucoup mieux, je pense, que si c'était France 3, enfin, c'est pas France 3 qui fait directement, mais si c'est des indépendants plus ou moins qui font en fait pour France 3 ou pour la télé en eux-mêmes. Parce que les gens maintenant, je pense que ça a toujours été comme ça, mais les gens regardent en fait, surtout dans une petite communauté, les gens vont regarder la télé si j'ai mon ami qui est acteur dedans ou je connais la personne qui est sur cette émission, du coup je vais commencer à regarder. Et les Gallois ont je pense, compris ça, ils font il y a un truc qui s'appelle maintenant, qui est je pense même financé par l'argent public. Je pense qu'il n'y a pas ça en Bretagne encore, quoi que ça change, et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait changer. C'est des petites séries de 5 minutes, des choses comme ça que la plupart des gens regardent quand on scrolle sur Facebook ou sur Twitter, okay, et que c'est ça qui marche beaucoup plus, je pense, que quelque chose d'une demi-heure, 50 minutes, où personne va vraiment, un samedi matin, regarder la télé comme ça. Et c'est comment financer ça déjà, comment pouvoir gérer et comment convaincre l'argent public pour financer des groupes de jeunes qui feront des émissions de 5 minutes pour Facebook et qui marcheraient beaucoup plus ou beaucoup mieux, je pense, que quelque chose une émission de 50 minutes sur un vieux qui fait du Canadiscan dans le Baléon. Et donc voilà, donc est-ce qu'il y a encore politiquement besoin, et est-ce qu'il devrait changer peut-être même l'idée même qu'on se fait de la télé et comment financer et quelle politique il faudrait avoir derrière tout ça pour regarder c'est quoi les médias dans 30 ans. Je sais pas, c'est pas très clair ma question, mais en même temps c'est pas très clair dans ma tête non plus. Mais voilà, donc les médias, enfin la télé n'est plus du tout pareil, même il y a 10 ans. C'est sûr, ouais. Alors moi j'ai toujours tendance à penser qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas comment va être la télévision dans 5, 10, 15, 20 ans, ne jetons pas tout de suite non plus le service public. Ce n'est pas parce que la société est devenue néolibérale qu'on doit considérer qu'elle le sera pour toujours. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'espère que non, même si je suis déjà un peu vieux. Mais en tout cas, j'espère que je verrai autre chose que ce monde de brut jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Donc le service public, malgré tout, je sais bien que je m'adresse, surtout tout à l'heure quand la salle était pleine, je m'adressais surtout à des jeunes et que la télévision pour les jeunes, c'est complètement différent de ce qu'on a connu. Je suis tout à fait conscient de ça. Mais il faut bien voir quand même ce que doivent le gallois, ce que doivent le catalan, ce que doivent le basque, le français au Québec à la télévision publique et à la radio publique. Donc il ne faut pas tout jeter d'un seul coup. Autre chose, il ne faut pas non plus oublier que les émissions en breton, comme elles sont sous-titrées, elles sont regardées par des gens autres qui regardent le breton parce qu'il y a des sous-titres. Et c'est pour ça qu'ils continuent à avoir, à mon avis, des chiffres d'audience qui ne sont pas trop négligeables, hein, y compris pourtant le samedi matin, qui est un des pires créneaux qu'il puisse y avoir dans la semaine. Le dimanche matin est encore meilleur que le samedi matin. Pour ce qui est des télévisions, il ne s'agit pas d'enlever aux uns pour donner aux autres. Par contre, ce que devrait faire France 3 de manière plus... C'est pas facile, hein, pour ceux qui connaissent un peu France 3, les syndicats ils sont très forts, le corporatisme il est très fort aussi, j'y ai travaillé, donc je peux le dire en toute connaissance de cause. Il faut les comprendre, hein, dans un sens, ils sont bien payés, ils ont des jobs à peu près stables. Voilà, on n'a pas forcément envie de quitter ça d'un seul coup. Par contre, ils devraient pouvoir ouvrir effectivement leur
tout petit créneau aux productions des jeunes. Il y a de jolies choses sur YouTube en breton. Il y a toute une équipe de jeunes qui ont fait une petite série. Bon, moi, ça ne me parle pas trop, mais c'est peut-être une question de génération, qui s'appelle Ruiagano, c'est ça? Bon, c'est plutôt pas mal fait comment dire, le peu de matériel qu'ils ont. Hein. C'est vraiment pas mal fait du tout. Mais encore une fois, attendons de voir ce que va donner. Il faut que ce soit un tuilage. La nouvelle manière dont on va regarder la télévision à l'avenir, elle gardera un petit peu du service public, je l'espère quand même, parce que dans le service public, quand on prend le temps de faire les choses, elles sont bien faites. Je ne sais pas si vous regardez Arte, par exemple, ou si vous regardez la 5 quelquefois, mais il y a quand même des choses qui sont bien, quoi, et parce qu'elles ont été faites avec du temps. De la même manière, quand on écoute et encore c'était mieux il y a 10 ans ou 15 ans, mais quand on écoute un reportage radiophonique sur France Culture, où tout a été vraiment bien, les sons sont absolument fantastiques et tout, on peut se dire que c'est pas mal quand même de donner du temps aux gens, hein, et donc de l'argent. Les petites télévisions locales, elles ont déjà un petit peu montré le chemin, puisqu'elles se mettent ensemble, avec France 3 d'ailleurs, et avec BrésoWeb, la web télé, pour travailler ensemble sur des coproductions. Donc France 3 en général met le plus gros et se retrouve avec la première diffusion, mais les rediffusions, comme France 3 ne peut pas avoir de rediffusion, hein, puisque les créneaux sont minimes, les autres télévisions, TBO, TB Sud, TVRN et puis même BrésoWeb, peuvent eux rediffuser ces télévisions. Donc je pense que c'est un bon accord. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs à l'époque, hein, ça fait 3 ans, de voir France 3 signer un accord avec des télévisions privées, hein, puisque c'est des télévisions qui sont en lien avec la presse quotidienne régionale, le Télégramme, entre autres. Donc oui, tu as raison dans un sens, Alouine, mais toi qui viens du Pays de Galles, n'oublie pas ce que SP Doualek a pu faire. La chaîne de télévision galloise a quand même réussi, depuis les 40 ans qu'elle existe, ouais, ça fait 40 ans, un petit peu moins, à envoyer 2 films en langue galloise aux Oscars d'Hollywood, dans la catégorie film en langue non anglaise, quoi, hein. C'est pas n'importe quoi. Et pour faire ça, il faut du temps, il faut des équipes, il faut du matériel, quoi qu'il arrive, hein. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Alors, pardon, parce que c'est peut-être là, enfin, on s'approche de la fin, mais une question de Béotien, parce qu'on a beaucoup parlé des variétés du breton, mais quel est le niveau d'intercompréhension du coup entre le breton et les autres langues celtiques? Parce que est-ce que nous pourrions imaginer que vous puissiez vous appuyer sur elles, peut-être pour, je sais pas, pour tout type d'échange, peut-être même réutiliser des programmes, ou en tout cas pour insuffler quelque chose de nouveau. Après, pour être un peu plus provoquant, est-ce que par exemple, je sais pas, la question des toponymes, du recueil des toponymes, est-ce que c'est vraiment l'urgence quand vous allez avoir à peu près 1% de locuteurs? Parce que si on se projette dans 20 ans, il y aurait 1%, donc à peu près 40 000 locuteurs pour presque 5 millions d'habitants. Est-ce que l'urgence, c'est les toponymes? Est-ce qu'il ne faut pas mettre plutôt les paquets, les moyens sur d'autres mesures justement de status planning, par exemple, hein, plutôt que d'étoffer le corpus avec des toponymes qui seront peut-être plus en usage, voilà. Et puis, est-ce que, du coup, si on se projette encore plus loin, si la langue, du coup, est parlée par 1% de la population, si finalement elle travaille l'imaginaire peut-être, admettons, on peut parier pour dans 20 ans peut-être 20%, quels seraient les autres vecteurs, quelque chose de l'identité bretonne, voilà. Est-ce que ça serait participer à un fest-noz de temps à autre? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui pourrait constituer en fait le matériel de cette identité bretonne à venir, au cas où la langue ne réussirait pas? Parce que la question, vous comprenez, sous-jacente, elle se pose aussi à la Corse. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres cultures minorisées. Merci pour ces questions. Alors, la première, elle sera assez rapide, mais les deux autres, évidemment, sont beaucoup plus complexes. La première, elle est, hélas, très simple. Enfin, hélas, pourquoi hélas? Pas forcément. Si on compare à la Romagna, la Celtia est beaucoup plus éclatée, comment dire, linguistiquement. C'est-à-dire que la branche gaélique, qui fait partie, hein,
on est malgré tout dans la famille indo-européenne. On n'est pas comme les Basques ou comme les Hongrois ou les Turcs. On fait partie de l'équipe indo-européenne. Mais à l'intérieur, si vous voulez, c'est comment dire, le Big Bang a été plus rapide peut-être que dans la Romagna. C'est-à-dire que le cornic, s'il était encore parlé de manière très fréquente, mais ce n'est pas le cas, il a été complètement reconstruit à partir de la fin du 19e siècle, à partir des écrits. Le cornic serait le plus proche de nous. Mais voilà, c'est une langue qui est peu parlée, en Cornouailles, en face de chez nous. Le gallois est déjà beaucoup plus éloigné. 1000 ans de différence. C'est vrai pour la Romagna, je le sais bien, mais chez nous, ça produit deux choses tout à fait différentes. Une langue dans l'optique de l'anglais, une autre dans l'optique du français. Les emprunts sont différents, comment dire, les sons sont différents, et même la syntaxe en a pris un coup aussi. On va dire que nous, les Bretons, on est restés en fin de compte plus celtiques syntaxiquement que les Gallois, paradoxalement. Quant aux langues gaéliques, elles sont vraiment différentes. L'irlandais et le gaélique d'Écosse sont des langues que seuls les philologues peuvent reconnaître comme étant de la même famille que les deux autres langues. D'ailleurs, il a fallu attendre le 19e siècle pour se rendre compte qu'il existait une famille de langues celtiques à 6 langues. Et que le gaulois en faisait partie, que le celtibère en faisait partie aussi, et puis le celtique d'Anatolie, enfin tous les celtiques dont on a, d'Italie du Nord, dont on a retrouvé des vestiges. Donc non, on va dire que les autres pays celtiques sont nos frères de climatologie, de beuverie quelquefois, de musique, de paysages, d'imaginaire celtique, ça oui, mais pour la langue non. C'est clair, on reconnaît des mots, bien entendu. Moi, quand je vois du gallois écrit, et quand je l'entends aussi, je reconnais des mots. Mais la syntaxe est complètement différente, et aussi la prosodie, toute la phonologie. Alors, tout à fait d'accord avec vous sur les microtoponymes. J'ai cité ça comme ça de mémoire, mais bien entendu que c'est tout sauf l'activité principale de l'Office Arbrazondac. Office Arbrazondac et Office public Arbrazondac est tourné vers l'avenir et s'occupe avant tout des écoles, de la néologie, et puis de mettre en place la politique linguistique votée par la région. Parce qu'on a quand même cette chance que la région Bretagne, depuis 2004, a une vraie politique linguistique, qui évidemment est minime parce que le budget de la région Bretagne est minime. Et que vous savez tous ce qu'une région est obligée de financer par la loi, que ce soit les lycées, que ce soit le développement économique, beaucoup de choses. Donc c'est déjà pas mal. On a été une des premières régions à avoir une simili politique linguistique qui, de mandature en mandature, en plus est reconduite et renforcée dans la mesure des contraintes budgétaires. Donc évidemment, bien sûr que les microtoponymes, on peut se passer des derniers qui n'auront pas été glanés. C'est pas ça qui va changer le cours de la langue. Comme vous, je suis très très préoccupé de voir que si on regarde les statistiques, on va dans le mur, c'est catastrophique. Je veux dire, les gens qui ont déjà 70, 80 ans, ils vont pas vivre tous jusqu'à 100 ans. Puis de toute façon, voilà. Donc, où est-ce qu'on va? J'en sais rien. On peut, quand on est optimiste, se dire que, par exemple, en Écosse, à peu près comparable à la Bretagne au niveau population, 1% de la population parle gaélique. Mais, par volonté politique nationale, le gouvernement à Édimbourg tient à cette langue, de manière presque parfois uniquement symbolique. Beaucoup d'Écossais n'ont aucune intention d'apprendre le gaélique d'Écosse. C'est pas la langue de leur territoire. Ils sont dans le sud. Ils sont le gaélique qui a disparu depuis des siècles. Et c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est la langue caractéristique de l'Écosse. Donc on y met les moyens. Par exemple, le gaélique d'Écosse a une chaîne de télévision qui s'appelle BBC Alba, qui est donc une joint venture, pas une coproduction, mais en tout cas, elle est à la fois financée par la BBC et par le gouvernement écossais pour la langue gaélique. Ce n'est pas simplement une chaîne de télévision, c'est une plateforme où il y a à la fois de la radio, des contenus écrits et puis une chaîne de télévision. Mais quand même, pour 60 000 locuteurs maximum, plutôt 50 000. Donc, quand on veut, on peut. Voilà.
Les autres supports qui font l'identité bretonne, si pour employer le grand mot avec le mot « i », ou en tout cas la bretonité, on l'appelle comme on veut, c'est vrai que quelquefois ils sont superficiels. Moi, quand je vois toutes les manifestations d'extrême droite, d'extrême gauche, de gilets jaunes, de tout ce que vous voulez, les matchs de foot et tout, et où on voit le Gwenadu, donc notre beau drapeau noir et blanc, aussi noir et blanc que le vôtre, de sortie, oui, mais si ça s'arrête à ça, qu'est-ce que c'est que cette bretonité-là? C'est une bretonité de papier, en fin de compte. Hein. C'est pour ça que ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait que beaucoup de gens en Bretagne aiment leur musique, toutes sortes de musique, hein, mais entre autres leur musique traditionnelle, revisitée, ou très traditionnelle, ou galvaudée, ou tout ce que vous voulez, et que aussi pas mal de gens, malgré tout, continuent à aimer aller danser les danses. Bah, ça reste un socle qui unit les Bretons d'est en ouest, malgré tout, hein, et au-delà des locuteurs ou non de la langue. Et ça reste, et c'est populaire, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment populaire. Hein. Tout le monde n'y est pas, bien entendu, hein, comme toutes les activités humaines, heureusement, tout le monde n'y est pas. Mais ça reste très très populaire. Le festival de Lorient, par exemple, l'été, le festival interceltique de Lorient, en plein mois d'août, bon, évidemment, il y a beaucoup de touristes, mais il y a aussi beaucoup de Bretons, c'est des centaines de milliers de personnes hein, qui dansent, qui boivent, qui jouent de la musique, qui parlent toutes les langues celtiques, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, oui. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène d'affirmation bretonne qui ne va pas plus loin que le drapeau et 2-3 mots. C'est assez étrange, j'arrive pas à me l'expliquer moi-même. Les supporters, par exemple, du Stade Rennais, on a fait un référendum auprès d'eux pour savoir comment appeler ce stade, qui s'appelait le Stade de la Route de Lorient. C'était pas terrible comme nom. Donc voilà, allez-y, choisissez un nom. Et eux-mêmes, spontanément, ont choisi Roazhon Park, qui veut dire, Roazhon, c'est le nom de la ville de Rennes en breton. C'est un nom traditionnel très ancien, mais les Rennais ne le connaissaient pas jusqu'à il y a 30-40 ans. Parce que c'était les gens de Basse-Bretagne qui appelaient Rennes Roazhon. Eux, les Rennais, ils n'avaient jamais entendu ce nom-là. Mais ils se le sont appropriés. Donc ils s'approprient des petites choses comme ça. Le nom de la ville, on voit ce nom-là apparaître sur des camionnettes de pain, de nettoyage, de tout ce que vous voulez. Et puis le drapeau, qui est partout, à toutes les sauces. Ce n'est pas suffisant, bien entendu. Le Gwenadu, blanc et noir, et non pas noir et blanc. Et y a-t-il encore une question pour clore cette rencontre? Apparemment, nous sommes rassasiés de kouign-amann, de gâteaux bretons, de bretonité. Moi, je voulais te remercier chaleureusement parce que nous avons fait un tour d'horizon complet et comparatiste, puisque les situations sont proches, même si par rapport au territoire, la Bretagne, pour nous, est un vaste continent. Mais en pourcentage, nous sommes aussi peut-être dans les mêmes dynamiques et dans les mêmes inquiétudes, avec des différences majeures qui font que ici, le public reste une valeur sur laquelle on continue de miser, de faire le pari de la réussite, même si ça n'est pas évident. L'école, les médias en particulier. Chez vous, c'est un petit peu différent. L'école s'est développée à partir de 1977 avec Diwan, qui demeure bien utile par son système immersif. Ici, je ne sais pas si Sébastien est d'accord avec moi, on en arrive à se demander par rapport aux inerties de l'école publique, de l'académie et du gouvernement par rapport à ce qu'on demande. Si peut-être il n'aurait pas mieux valu développer comme vous à partir des années 70, comme ça s'est esquissé mais qui n'a pas pris, une école de ce type. Nous n'avons pas d'office de la langue, mais nous avons un service de langue corse. Je ne sais pas, Sébastien, combien y a-t-il de... Vous avez 25 personnels, je crois. Je crois que c'est ça, ouais, un peu plus. Je crois que ça doit être de cet ordre-là pour le service de la langue corse, un petit peu moins. 2 fois moins. Donc le service de la langue corse est quand même moins bien loti. Et il nous reste aussi ici à travailler sur cette vision d'outils structurants, notamment en lexicologie, pour travailler encore sur la néologie. Tout ça n'est pas encore bien structuré et ça nous donne confirmation qu'il y a besoin de le faire.
Et bien entendu, tout le reste relève d'un pari. Peut-il y avoir une corsité sans la langue? Peut-être, nous n'avons pas les fest-noz, mais les produits culturels se portent bien. Il y a une certaine dynamique. La langue corse est langue de création principale, hein, malgré tout. Et voilà, donc l'avenir reste incertain, mais en tout cas, ces éléments de comparaison nous sont bien utiles et tu nous as bien éclairé sur ce qu'est la Bretagne. Ça nous donne envie d'aller. Moi, j'ai fait un tour avec les étudiants, mais d'approfondir un petit peu. Et en tout cas, grâce à la 73e section, ces échanges restent permanents, fructueux, au sein de problématiques qui nous sont communes, tout en étant différentes. Donc, Kenavo. Kenavo, et merci à tous pour votre écoute attentive. Merci.